Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Martin, je suis professeur de philosophie au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et notre département de philosophie, à chaque année, organise des conférences sur différentes thématiques qu'on pense importantes de discuter. Et aujourd'hui, on a la joie et le bonheur d'accueillir Laurie Gagnon-Bouchard qui va venir nous parler de l'écoféminisme et de l'écologie décoloniale. Je vais juste la présenter rapidement, une petite biographie rapide et par la suite lui laisser la parole pour une durée d'environ 1 heure. Après quoi, il y aura une période de questions. Alors, vous pouvez tout simplement envoyer vos questions par MIO à mon collègue Alexandre Comeau. Je répète, Alexandre Comeau. Donc, vous envoyez un MIO au professeur Comeau, Alexandre Comeau, et vos questions durant tout le long de la conférence et à la fin aussi, on va les ramasser. Et après ça, il y aura une période de questions. Donc, Laurie va pouvoir répondre à vos questions. C'est Alexandre qui va animer cette période-là. Alors, je vous présente Laurie Gagnon-Bouchard. Elle est doctorante en philosophie. Elle est membre du Réseau québécois en études féministes, le REQEF, co-responsable du comité écoféministe de la FFQ, la Fédération des femmes du Québec. Elle enseigne un cours sur les écoféministes à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, l'IREF. Elle travaille dans une perspective qui allie l'écoféminisme, la pensée décoloniale, les éthiques de la vulnérabilité, sur des enjeux liés à la justice environnementale et aux conditions de solidarité et de coalition en contexte de crise écologique. Elle a aussi publié des textes dans la revue américaine Hypatia, un article qu'elle a coécrit avec Camille Ranger, aussi dans Vertigo, et d'ailleurs aussi un article dans le dernier numéro de la revue Spirale que vous n'arrivez pas à voir, mais ce n'est pas grave, sur l'écologie décoloniale. Alors, sans plus tarder, tiens, dans l'exemplaire, c'est bon. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole pour une présentation d'environ 1 heure, comme je l'ai dit. N'oubliez pas d'envoyer vos questions par MIO à Alexandre Comeau. Merci beaucoup, Éric. D'abord, évidemment, j'aimerais remercier le département de philosophie de Saint-Jean-sur-Richelieu de m'inviter à faire cette présentation-là. Puis à toi aussi particulièrement, Éric, pour l'organisation et l'invitation que je suis vraiment heureuse d'avoir reçue. Je tiens aussi à vous souhaiter la bienvenue. C'est dommage, moi, je ne peux pas vous voir, mais je vois que vous êtes nombreux et nombreuses. Puis j'aurais aimé ça voir vos visages, mais une autre fois, probablement. La première chose que j'aimerais dire, en fait, avant de commencer, c'est que moi, en fait, je suis à Montréal en ce moment, puis j'aimerais reconnaître que je me situe en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Ghanéenne-Guéaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je vous parle aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Puis aujourd'hui, en fait, une population autochtone diversifiée et des peuples, qui viennent de partout, en fait, mais aussi y résident. Au-delà de l'énonciation qui est parfois un peu protocolaire de la reconnaissance territoriale, moi, je le fais pour reconnaître la dépossession territoriale, matérielle et culturelle qui se perpétue actuellement dans le contexte canadien, colonial, en fait, canadien et québécois. Et aussi, je souhaite reconnaître que les femmes autochtones sont les premières à résister et à subir les violences coloniales, sexistes et racistes. Donc, c'est important de le rappeler. Je vais partager. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler des écoféministes et de l'écologie décoloniale. Je vais vous parler de justice environnementale. Je vais vous parler de sujets quand même qui peuvent peut-être vous confronter à certaines violences, à certaines pratiques violentes. Donc, je tiens à vous le mentionner d'avance. Si vous avez des malaises ou vous n'êtes pas bien, bien évidemment, vous pouvez quitter sans problème. Aussi, je tiens à vous dire que je suis vraiment dans une perspective d'ouverture. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Je suis prête à répondre, puis j'espère ouvrir un dialogue sur ces courants que je trouve vraiment important. Donc, je vais juste aller. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Juste me confirmer que tout est beau. Oui, on le voit très bien, Laurie. OK, super, merci. Donc, ma conférence se nomme Les écoféministes et l'écologie décoloniale, regard sur la crise climatique. Donc, mon plan de présentation, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est les écoféministes, qu'est-ce que l'écologie décoloniale, je vais parler des points communs entre les écoféministes et l'écologie et la pensée décoloniale. Je vais vous parler des propositions face à la crise de l'écoféminisme, des propositions face à la crise de l'écologie décoloniale. Je vais faire une conclusion dans leur rencontre, puis on
on pourra prendre les questions et les commentaires. Donc, qu'est-ce que sont les écoféminismes? D'abord, le mot écoféministe, c'est un néologisme qui a été proposé par la militante française Françoise d'Aubonne dans le livre Le féminisme ou la mort, paru en 1972. Françoise d'Aubonne, c'est une militante française qui milite pour les droits LGBTQ, qui aussi milite pour l'écologie et le féminisme ensemble et montre qu'en fait, le féminisme est fondamental pour la survie de l'humanité. C'est un peu la thèse qu'elle va mettre de l'avant. Donc, qu'est-ce que c'est les écoféministes en fait? Parce qu'au début, ça a été proposé par Françoise d'Aubonne comme terme pour parler du fait qu'en fait, le féminisme est fondamental pour la survie de l'humanité. Mais suite à ça, en fait, les écoféministes se sont surtout développés un peu partout dans le monde dans des mouvements militants. Donc, les écoféministes, d'abord et avant tout, ce sont des mouvements militants qui sont pluriels avant que ces mouvements-là se soient retraduits dans des réflexions philosophiques, théoriques plus tard, dans les années 90. Donc, bien important, le terme arrive en 72. Les luttes écoféministes un peu partout dans le monde vont être en 70 et en 80. Puis ensuite, vers les années 90, surtout, toutes ces luttes-là vont être retraduites dans des réflexions philosophiques. Donc, pourquoi les écoféministes arrivent dans les années 70-80? Qu'est-ce que ces mouvements militants de l'écoféminisme? En fait, il faut se replacer dans le contexte de ces années-là. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70-80? Donc, c'est la fin de la guerre du Vietnam. C'est la guerre froide. La guerre froide, c'est la guerre entre l'URSS et les États-Unis, donc qui a duré très longtemps, donc de 45-46 aux années 90. Mon Dieu, je n'ai pas la fin exacte directement, mais qui a duré très longtemps. Puis, entre l'URSS et les États-Unis, il y avait une course à l'armement, donc une course à l'armement notamment nucléaire. Donc, ce qu'on peut observer encore aujourd'hui, qui pèse même en ce moment avec la Russie, on parle beaucoup de l'arme nucléaire. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des rivalités entre les États-Unis et l'URSS à ce moment-là. Et bon, il y avait une course à l'armement nucléaire. Qu'est-ce qui arrive aussi dans la guerre du Vietnam? Il y a énormément de personnes, en fait, les États-Unis sont engagés dans cette guerre-là. Donc, les jeunes sont appelés à s'enrôler dans l'armée. Puis, énormément dans les années 70 de revendications contre la guerre au Vietnam. À ce moment-là aussi, on voit la prolifération de l'énergie nucléaire. Donc, il y a de plus en plus de centrales nucléaires qui voient le jour. Puis, c'est un moment vraiment, vraiment important pour, en fait, le nucléaire parce qu'il y a eu énormément de catastrophes nucléaires et chimiques dans ces années-là. Donc, j'ai mis des photos. Ce que vous voyez à gauche, Love Canal, c'est en fait un scandale qui est arrivé aux États-Unis. C'est dans l'État de New York. Ce qui arrive, c'est que en fait, il y a un déversement de produits chimiques dans le Love Canal. Puis, ça s'est su en 1976, mais ça s'est fait vraiment plus longtemps avant. Il y a une compagnie qui a déversé, en fait, qui a enfoui des produits chimiques. Puis, les produits chimiques se sont en fait ramassés ou en fait se sont retrouvés dans la nappe phréatique, donc dans les cours d'eau. Puis ça l'a en fait contaminé énormément de personnes. Ça l'a mis en jeu la santé des personnes qui y vivaient. Sinon, ce que vous pouvez voir en haut à droite, c'est la catastrophe de Bhopal, en fait. Bhopal, c'est une industrie aussi de pesticides qui a explosé, qui a fait énormément de morts. Et ce que vous voyez en bas, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, c'est assez connu, là, c'est en 86. Donc, l'explosion de Tchernobyl, centrale nucléaire. Puis, ce que vous voyez au centre, c'est une des plus grandes catastrophes, juste en bas, en bleu, là. C'est une des plus grandes catastrophes nucléaires des États-Unis qui s'est déroulée en 1979. Donc, tout ça met un contexte où
on se rend compte, en fait, les personnes se rendent compte à quel point les compagnies, le capitalisme, parce que le Bhopal aussi, c'était une compagnie qui avait de pesticides qui ont finalement jamais aussi repayé les torts qu'ils ont fait. En fait, ce que les communautés se rendent compte, c'est que les compagnies déversent leurs produits chimiques, puis ce que ça a comme effet, c'est que ça a un effet vraiment important sur la vie des enfants, en fait. Ce qui arrive, c'est que les femmes vont se rendre compte que ces catastrophes-là, ou en fait, le fait que l'eau est contaminée, a un effet sur la vie de leur famille. Donc, les femmes commencent parce qu'à cette époque-là, la division genrée du travail, ce qu'on veut dire par là, c'est le fait que les femmes étaient davantage à la maison, était encore plus vrai. Donc, dans les années 70-80, les femmes s'occupent des enfants, voient l'effet sur leur santé, voient l'effet sur les ressources naturelles qu'elles ont besoin pour la survie de leur famille. Donc, c'est les femmes qui vont surtout se rendre compte à quel point la pollution de l'environnement, le fait qu'il y a des produits chimiques dans l'eau, menace la santé de leur famille. Puis ça se traduit notamment par des problèmes de santé, mais des cancers, des malformations, etc. Ce qu'on a vu aussi avec Tchernobyl plus tard. Donc, les mouvements écoféministes vont surtout voir le jour dans ce contexte-là. Il y a aussi le contexte de la privatisation des terres, qui est un contexte important. Donc, ici, je vous ai mis des mouvements écoféministes. On peut aller les voir ici. Donc, le premier, c'est la ceinture verte. Ça existe depuis 1977, c'est ici. Ça existe encore aujourd'hui. En fait, c'est au Kenya. Ça a été fondé par Wangari Maathai. Dans le fond, il y avait une déforestation importante au Kenya. Puis, il y a beaucoup de thé, de culture de thé et de café là-bas. Puis, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que les intérêts du Nord, en fait, s'installaient au Kenya, privatisaient des terres. Donc, les communautés locales se ramassaient avec plus de sources de subsistance. Elles ne pouvaient plus utiliser la terre qui leur appartenait avant pour assurer leur survie. Puis la déforestation, parce que quand il y a des cultures intensives comme le café et le thé, bien, il y a une déforestation importante normalement qui vient avec. Bien, la déforestation avait un effet sur l'érosion des sols, puis leur capacité à survivre. Donc, Wangari Maathai, ce qu'elle met de l'avant, c'est la ceinture verte. C'est un mouvement principalement de femmes, en fait, qui vont reforester. Puis, dans cette reforestation-là, vont reprendre en contrôle leur autonomie alimentaire. Donc, avec des arbres fruitiers notamment. Puis aussi, vont dégager une certaine forme d'empuissancement, comme on peut dire, dans le travail qu'elles mettent dans le collectif qu'elles ont créé. Puis, vont mettre l'accent sur l'éducation, puis la formation à l'intérieur de ce collectif-là. Donc, ça va vraiment avoir pour effet de rendre autonomes les femmes. Ce que vous voyez en haut, c'est le mouvement Chico de 1973 à 1978. Ce sont des femmes qui se sont mobilisées en Inde, dont la figure la plus importante qui a participé, c'est Vandana Shiva, c'est une écoféministe qui a écrit des livres ensuite. En fait, ces femmes-là se sont mobilisées contre la déforestation aussi, contre la coupe des arbres, parce que, dans le fond, un territoire de leur village avait été vendu à une compagnie privée. Puis, ils allaient tout déforester et utiliser les terres. Donc, les femmes se sont mobilisées en enlaçant les arbres, donc en se mettant autour des arbres. Donc, puis ça a été aussi un succès, cette mobilisation écoféministe-là. Ce qui est important de noter, c'est qu'ici, ce que vous voyez, c'est que, en fait, les femmes se sont mobilisées entre elles parce que contre la déforestation, parce qu'elles voyaient le lien entre le fait de déforester et leur autonomie, en fait.
de subvenir à leurs besoins parce que sans pouvoir faire de l'agriculture, elles deviennent nécessairement dépendantes d'acheter des produits. Puis, leur autonomie alimentaire devenait menacée. Donc, elles se sont mobilisées. Puis, dans ces manifestations-là, ce qu'il y a de beau, par exemple, dans le mouvement Chico que vous voyez à gauche en haut, c'est en fait la performance du fait d'enlacer les arbres et de montrer le lien entre l'exploitation, par exemple la déforestation, l'exploitation des arbres, de la nature, et le lien entre l'atteinte à leur autonomie dans un lien d'enlacement des arbres. Donc, comment finalement protéger la nature, c'est protéger les droits des femmes. C'est ça que ça montrait à cet égard. D'autres mouvements un peu plus près de nous aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, sont le Women's Pentagon Action en 1980, puis le Camp des femmes pour la paix en 1981 et en 2000. Le Camp des femmes pour la paix, c'est ce que vous voyez en haut. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, comme je vous ai dit, on est en contexte de guerre froide. Puis, les femmes, ce qu'elles vont faire au Royaume-Uni, elles vont aller autour de la base d'armement où il y avait des têtes de missiles nucléaires. Elles vont entourer la base militaire, puis elles vont faire cette occupation-là pendant 19 ans. C'est quand même assez incroyable. Au début, au plus fort, je pense qu'elles étaient 3000 femmes, mais l'occupation a été parfois beaucoup moindre, mais elles ont duré quand même, cette occupation-là a duré quand même 19 ans. Elles ont aussi fait des actions vraiment intéressantes comme il y en a une, il y a des femmes à un certain moment qui se sont infiltrées dans la base, puis il y en a qui ont dansé sur le top des têtes des missiles nucléaires. C'était vraiment une manifestation, de solidarité, d'ensemble. Donc, il y a vraiment toute cette performance-là qui fait partie des mouvements écoféministes. Puis, il y a aussi le Women's Pentagon Action. Puis ça, c'est en fait le moment le plus important, le plus connu du moins, des mouvements écoféministes. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est la deuxième occurrence de cet événement-là, mais le premier, c'est en 1980. Ce sont 2000 femmes, en fait, qui se sont rendues au Pentagone. Elles ont écrit une charte, mais avant ça, c'est ça, elles se sont rendues, puis ce qui est important, c'est que quand elles se sont rendues autour du Pentagone, elles ont amené des grandes marionnettes. Vous pouvez en voir une au fond, en bas à gauche, là, le visage un peu bizarre. Elles sont arrivées avec des pierres tombales, puis elles sont arrivées aussi avec des marionnettes. Les pierres tombales, vous pouvez voir certains titres là, juste sur la photo, mais il y avait la pierre tombale de Marie Curie, en fait. Marie Curie qui est décédée par sa découverte, entre autres, de la radioactivité qui a mené au nucléaire, qui a aidé, en fait, la découverte du nucléaire. Puis aussi Anne Frank, en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que sur les pierres tombales, vous pouvez voir les femmes assassinées autochtones. Vous pouvez voir les victimes de viol, vous pouvez voir les activistes qui ont été silenciés. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, énormément de femmes qui militent pour l'écologie, surtout dans les Suds, par exemple, en Amérique latine, mais un peu partout dans le monde, sont assassinées. Donc, même encore aujourd'hui, ça c'est en 1980, c'est toujours à jour. Mais c'est aussi ce qui est intéressant avec, par exemple, je vous ai dit la pierre tombale de Anne Frank, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre comment, selon les écoféministes, par exemple, l'antisémitisme, les racismes sont liés à une façon d'être au monde, dans le fond, une façon violente de se rapporter au monde. Donc, les écoféministes sont vraiment dans des postures de solidarité, sont pas seulement sauvons la Terre, mais sont aussi dans une posture où toutes les personnes qui sont victimes d'oppression, d'injustice doivent être prises en compte. Puis, on doit se mobiliser contre l'exploitation de la nature, contre l'exploitation des femmes, contre l'exploitation des personnes racisées. Et non seulement leur exploitation, mais parfois des crimes envers ces personnes-là.
Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que la pensée, parce que comme je vous ai dit, c'est d'abord et avant tout des mouvements militants, mais ces mouvements militants-là se sont traduits dans des réflexions qui sont plus philosophiques, théoriques. Qu'est-ce que les écoféministes mettent de l'avant? Comme je vous ai dit, elles sont contre l'exploitation et la domination. Ce que les écoféministes critiquent, c'est qu'en fait, les femmes ont été associées à une idée de nature. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, en fait, historiquement, la nature a toujours été dans des termes féminins. Donc, la nature, dans toutes les langues, c'est féminin. Puis, non seulement cette association linguistique-là, mais les femmes ont toujours été considérées comme, par exemple, plus près de leur corps, plus près d'une nature. Bon, pour certaines femmes vont revendiquer cette relation-là à la nature, à leur corps. Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. En fait, ce que les écoféministes, elles ne vont pas dire on prend le lien à la nature ou on ne le prend pas. Elles vont plus dire on a été associé à la nature, mais cette association-là, le fait qu'on est associé à la nature, a justifié notre oppression. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le fait d'être vu plus près de la nature, souvent a justifié le fait qu'on ne soit pas considéré, que notre parole ne soit pas entendue, que le politique nous mette de côté. Donc, ce que les femmes écoféministes, ce que les écoféministes vont dire, c'est que le lien à la nature, en fait, il devrait concerner tout le monde. Qu'il y a un problème à penser que c'est juste les femmes qui sont près de la nature. Quelle vision du monde ça met de l'avant si on pense juste que c'est les femmes, les personnes racisées, les personnes qui sont liées à des stéréotypes naturalistes, qu'on dit, qui lient à la nature, qui sont plus près de la nature? Pourquoi les hommes ne pourraient pas être considérés comme faisant partie de la nature? Puis, ce que certaines écoféministes vont dire, c'est qu'en fait, le fait que les hommes se considèrent pas dans la nature, puis que ce soit eux qui aient pris historiquement les décisions politiques, qui monopolisent le pouvoir, créent des gros problèmes parce que, justement, ils prennent des décisions sans se considérer à l'intérieur de la nature. Donc, grosso modo, il va y avoir cette critique-là. Puis, la critique aussi, c'est que souvent, la naturalisation des femmes et des personnes racisées à la nature a justifié leur exploitation. Donc, à l'époque moderne, de la pensée moderne de Bacon et Descartes, il y avait cet impératif, en fait. Il y a comme une modification de la façon dont on voit la nature. Avant, on voyait la nature comme quelque chose de dynamique, d'un organisme vivant. Puis, à cette époque-là, il y a un déplacement où on commence à voir la nature de plus en plus comme quelque chose d'inerte, de passif. Puis, dans les écrits des penseurs comme Bacon, il va y avoir un impératif d'exploitation de la nature. Donc, dans le déplacement, on voit la nature comme quelque chose d'inerte. Ben, Bacon, il va mettre l'impératif de la nature est inerte, donc on doit en tirer profit, on doit l'exploiter. Donc, à ce moment-là, on voit vraiment, puis ça, c'est l'historienne Carolyn Merkin qui va faire cette analyse-là, on voit vraiment un déplacement entre la façon dont on voit la nature, mais aussi comme on voit la nature, avant, on la voyait comme un être vivant, un organisme avec lequel on a des relations. Puis ensuite, on le voit comme quelque chose d'inerte, passif, exploitable. Mais dans ça, il y a tant la représentation de la nature change que tant notre rapport à elle. Donc, avant, il y avait une certaine humilité face à la nature. Puis ensuite, en fait, il n'y en a plus d'humilité. La nature est là pour nous, pour nos besoins. Puis nous, on doit simplement l'exploiter. Puis dans cette transformation-là aussi, ce qui est important à savoir, c'est qu'on se considère plus vulnérable face à la nature. C'est comme si la nature, c'est quelque chose qui est là pour nous, mais on ne se considère pas dans la nature. On peut même penser, si ça nous sert encore souvent comme vision, comment même dans les milieux urbains, on ne se considère pas dans la nature, alors que pourtant on habite la terre, là, on est dans la nature, mais souvent on considère qu'on va dans la nature quand on va, par exemple, dans les parcs nationaux, etc. Donc, comment on se considère toujours extérieur à la nature? Les écoféministes vont critiquer cette posture-là. Elles vont être contre les dualismes, donc culture-nature, que je vous ai expliqué un peu de cette manière-là, de la domination de la nature puis la survalorisation de la culture. Mais il y a aussi d'autres dualistes qu'on peut penser comme la raison et les émotions. Souvent, on va dévaloriser les émotions.
Je vous en ai pas parlé tantôt, mais dans le Women's Pentagon Action, je vous ai parlé de poupées qu'il y avait. Bien, les écoféministes amènent des grandes poupées, puis chaque poupée représente une émotion face au paradigme guerrier qu'elle nomme. Il y a la colère, il y a le deuil, il y a la tristesse, il y a la force, il y a la résistance. Donc, des émotions. Les émotions pour les écoféministes sont très importante pour penser notre rapport au monde, puis très importante aussi dans la lutte contre le capitalisme et les oppressions. L'important aussi, pourquoi on critique les dualismes, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un problème entre le fait qu'il y ait la raison et les émotions, mais ce qu'elles vont dire, c'est que souvent, on va faire comme si soit on est dans la raison, soit on est dans les émotions. Alors que quand dans l'expérience, on sait très bien qu'on n'est jamais totalement dans la raison ou totalement dans les émotions. Dans l'expérience du monde, il y a une interdépendance de la raison et des émotions, de l'esprit, du corps. Puis, les oppositions dualistes, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous appellent à choisir, soit on est dans la raison, soit on est dans les émotions, mais souvent, comme les émotions puis le corps sont dévalorisés face à l'autre vers, ben, on va se considérer dans la raison, on va essayer de dominer nos émotions, on va essayer de dominer notre corps. Puis, ce que les écoféministes disent, c'est qu'en fait, il y a un problème là, parce que non seulement on ne suit plus notre corps, on n'est plus à l'écoute de notre corps, on n'est plus à l'écoute de nos émotions, puis on instaure en nous-mêmes un rapport de domination, finalement, qui est aussi plus général. Les écoféministes vont aussi demander de réincarner certains symboles importants comme la déesse, les sorcières. Je ne rentrerai pas dans l'histoire des sorcières, mais si éventuellement vous voulez fouiller sur l'histoire des sorcières, c'est une histoire vraiment importante à l'époque, 1593, où les femmes ont été tuées, assassinées pour des connaissances qu'elles avaient sur des remèdes naturels sur leur corps. C'est vraiment une histoire importante. Puis, les écoféministes, ce qu'elles font, c'est qu'elles reprennent positivement le mot sorcière, alors que le mot sorcière a tellement été péjoratif. Donc, elles vont aussi subvertir, se réapproprier justement ce que je disais, le rapport à la nature. Ce qu'elles disent, c'est que, en fait, historiquement, ça a été mal vu d'être associé à la nature, d'être en lien avec la nature, mais les écoféministes vont dire qu'il n'y a pas de mal à être associé à la nature. En fait, tout le monde devrait se considérer dans la nature. Donc, elles vont se réapproprier le lien à la nature. Il y a aussi une importance du rapport à l'altérité. C'est quoi l'altérité? L'altérité, on pourrait dire que c'est la différence et l'autre en même temps, d'une certaine manière. Donc, l'altérité, c'est l'autre que soi, c'est la différence. Puis, généralement, avec le paradigme moderne dont je vous parlais avec le changement de vision de la nature, ben, il y a eu une vision négative de l'altérité de l'autre. Donc, les écoféministes vont appeler à plutôt s'engager avec la différence, puis l'altérité, la pluralité des vivants, qu'ils soient humains, non humains. Puis, c'est une façon de refuser la mise à distance aussi de la nature, puis de créer des solidarités multiples. Bon, on pourra y revenir si vous avez des questions plus spécifiques sur ces points-là à la fin, évidemment. J'ai écrit ici sujet maître. Le sujet maître, c'est ce que je disais aussi sur le fait qu'on essaie d'être toujours en maîtrise de soi-même, en contrôle. Les écoféministes vont critiquer cette posture-là. Elles vont plutôt mettre de l'avant une posture de vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, c'est ce qui permet d'être affecté et d'affecter autrui, en fait. On est souvent vulnérable dans la relation aux autres, au monde. Les écoféministes vont mettre la vulnérabilité au centre, puis elles vont mettre aussi la vulnérabilité par rapport à la nature. Comme je vous disais, dans le fond, dans la vision qui a changé de la nature, on s'est mis à plus se considérer vulnérable face à la nature. Puis ça se traduit dans des visions du monde où on pense toujours qu'on est en contrôle, que, par exemple, puis c'est peut-être des exemples un peu niaiseux, mais beaucoup de personnes vont sortir malgré qu'il y ait une tempête de neige en pensant que
ça va être correct, que leur voiture va tenir le coup, qu'on a toujours les moyens de s'en sortir face à des événements naturels, météorologiques. Par contre, c'est pas toujours le cas, puis on pense souvent que la technique est capable de tout face à la nature, de contrôler, par exemple, les inondations, etc. Il y a comme ce biais-là qu'on a de penser qu'on peut contrôler la nature, alors que, si on fouille, les scientifiques le savent très bien qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Puis on le voit aussi dans les discours face à la crise écologique. J'ai lu quelque chose récemment qui m'a quand même assez troublée. Ça s'appelle Demain, c'est le livre Demain lié au film. Il y en a un versant québécois et un des auteurs écrivait qu'on était aux commandes du bateau de la crise écologique parce qu'on en était responsable. Puis là, dans ça, il y a quelque chose d'illusoire dans le sens que comment on peut... c'est complètement oublier qu'il y a une donnée extérieure à nous. Oui, on en est responsable, mais il y a quelque chose qui se passe qu'on ne contrôle pas. Puis on le voit dans les changements climatiques. Il y a des choses qu'on peut faire pour modifier le cours des choses, pour essayer de transformer les choses, mais c'est pas vrai qu'on contrôle tout. Puis c'est là qu'il y a des biais au niveau du contrôle de la nature, puis une illusion de contrôle. Puis ça, c'est important de se le rappeler pour se restituer dans la nature. Donc, il y a une pluralité des écoféministes. Il y a l'écoféministe matérialiste, il y a l'écoféministe antispéciste, il y a l'écoféministe décolonial, il y a l'écoféministe queer, l'écoféministe essentialiste, il y a l'écoféministe spirituel. Ce sont différents versants de l'écoféminisme, donc c'est quelque chose de fondamentalement pluriel. Puis il y a vraiment plusieurs lectures des écoféminismes. On va souvent me demander les liens avec les luttes des femmes autochtones, donc j'ai mis la question ici. Je pense que c'est important de dire que les femmes autochtones ne se considèrent pas nécessairement écoféministes, ou elles se considèrent comme des femmes autochtones qui luttent pour leur propre lutte, en fait, d'émancipation. Par contre, les écoféministes peuvent absolument adopter des postures de solidarité des luttes des femmes autochtones. Puis, selon moi, en fait, les écoféministes sont des postures de solidarité déjà d'avance, en fait, dans le sens que les écoféministes sont solidaires de l'exploitation, sont solidaires de la lutte contre l'exploitation de la nature, de la lutte contre l'exploitation des personnes racisées, des personnes autochtones de leur territoire. Donc, c'est important je pense que c'est plus une posture de solidarité que les écoféministes peuvent apporter. Donc, l'autre partie, c'est l'écologie décoloniale, justice environnementale et racisme environnemental dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que c'est ça? Là, il y a beaucoup de textes. Je vais vous parler un peu de la pensée décoloniale et de l'écologie décoloniale. Je vous parlais de la modification de la vision de la nature avant l'époque moderne. Donc, avant, on voyait la nature comme un être organique, puis la transformation de la vision de la nature s'est associée avec une exploitation de la nature, mais aussi une exploitation des femmes qui étaient liées à l'idée de nature. Il y a aussi, à l'époque moderne, ce qui est important de savoir, c'est que je vous ai parlé rapidement de la chasse aux sorcières. À cette époque-là, il y a une ostracisation des femmes qui ont un certain pouvoir sur elles-mêmes. Je vais revenir ici pour ne pas vous distraire. Donc, il y a une ostracisation des femmes qui ont des pratiques de solidarité, des pratiques de rapport à la nature. Puis, au même moment, en fait, l'époque moderne, c'est pas juste accompagné avant de la chasse aux sorcières. Puis, la chasse aux sorcières, ce que ça a fait, c'est non seulement ça a tué des femmes, mais ça a brisé l'indépendance des femmes à travers la privatisation des terres communes, donc des terres où les femmes pouvaient cultiver, être indépendantes, un peu comme ce qui s'est passé au Kenya. Donc, dans le fond, les femmes étaient indépendantes parce qu'elles pouvaient cultiver, avoir une subsistance. Puis, il y a une privatisation des terres. Donc, les terres sont reprises et privées. Et les femmes sont, à ce moment-là, ostracisées et sont cantonnées à la sphère privée pour la reproduction de la main-d'œuvre. Donc, les femmes, à ce moment-là, sont vraiment dans une posture où elles doivent reproduire, faire des enfants pour assurer qu'il y ait de la main-d'œuvre pour l'exploitation des terres.
Ce mouvement-là s'est accompagné aussi à l'époque moderne du colonialisme, en fait. Le colonialisme, c'est, bon, j'imagine que vous en avez entendu parler, mais les empires européens, en fait, ont colonisé bon, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique à certains moments différents, mais bon, à ce moment-là, je vais focuser plus sur les Amériques, en fait. L'époque moderne va être accompagnée de la colonisation des Amériques. La pensée décoloniale, qu'est-ce que ça montre, en fait? C'est que ça dénonce le fait que le monde moderne s'est instauré sur le colonialisme, puis que, en fait, les conquêtes coloniales ont signifié, parce qu'à ce moment-là, bon, il y a le colonialisme, mais qu'est-ce que c'est le colonialisme en tant que tel? C'est la dépossession territoriale, un génocide culturel et humain. En fait, quand les peuples européens, les colonisateurs européens sont arrivés, il y avait des peuples qui résistaient. Puis, ces peuples-là n'ont pas été reconnus sous forme de doctrine, de loi. Bon, il y avait une doctrine qui s'appelle Terra Nullius, de la doctrine de la découverte. Quand les colonisateurs arrivaient dans les Amériques, voyaient les peuples autochtones, ils ne considéraient pas les territoires comme occupés. Donc, puis ça s'accompagnait, bon, de la dépossession des terres, comme ils ne considéraient pas les territoires comme occupés. Ils ont dépossédé les terres des peuples autochtones qui y vivaient. Puis ça s'est accompagné d'un génocide culturel et humain des Autochtones dans les Suds, des Afro. Puis aussi, ça s'accompagne aussi à cette époque-là de la mise du commerce triangulaire. Donc, de la traite esclavagiste des personnes qui habitaient l'Afrique, donc la traite des personnes afro-descendants et descendantes, donc il y avait des hommes et des femmes. Donc, la pensée décoloniale, ce que ça montre, c'est que le monde moderne s'est instauré sur la dévalorisation et l'exploitation de la nature et des humains qui ne font pas les mêmes distinctions entre culture et nature et qu'ils sont de fait associés à elle. Donc, comme je disais, les femmes ont été associées à la nature, mais pas seulement elles, les peuples, les personnes racisées aussi. Pourquoi? Elles ont été naturalisées, les personnes racisées ont été naturalisées sous forme de stéréotypes racistes liés notamment, les personnes racisées étaient liées notamment à des traits animaux, des traits animaliers, mais non seulement pas seulement pour cette raison-là, c'est aussi que dans la pensée moderne, je vous ai expliqué les dualismes, donc nature-culture, ben, les peuples, par exemple, autochtones, ils ont des cosmogonies, des façons de voir le monde qui sont différentes et qui n'ont pas les mêmes distinctions que le monde moderne. Donc, la culture et la nature ne sont pas dissociées, ne sont pas vues de la même façon. Et ces personnes-là ont été dévalorisées, en fait, non seulement par des systèmes racistes, mais aussi en raison de leur connaissance ou de leur façon de voir le monde différente. Donc, le colonialisme a aussi signifié la reconfiguration extractive et plantationnaire des territoires occupés. Donc, quand les élites européennes, les colonisateurs européens sont arrivés, en fait, elles ont reconfiguré les territoires en instaurant la plantation, puis en fait, le but des colonisateurs, c'était de prendre les ressources pour s'enrichir. Donc, elles sont arrivées sur les territoires, elles ont déforesté, elles ont instauré des cultures intensives, elles en ont tiré des bénéfices, elles ont utilisé les personnes qui habitaient sur ces terres-là ou des esclaves qui venaient d'Afrique ou même, on en parle plus souvent, mais au Canada, il y a beaucoup de main-d'œuvre chinoise qui a été utilisée pour des esclaves pour le train. Donc, les personnes ont été utilisées pour reconfigurer l'espace, le territoire. Évidemment, ce sont les élites européennes qui en ont tiré des bénéfices, qui ont monopolisé les territoires, puis qui ont pollué la terre à ce moment-là. La pensée décoloniale et l'écologie décoloniale montrent qu'encore aujourd'hui, le monde est organisé dans des rapports d'exploitation qui suivent les lignes de la race comme construit social. Donc, la race n'est pas quelque chose de biologique, ça a été prouvé, c'est quelque chose de social, donc c'est quelque chose qui a été nommé. Donc, il y a eu des processus de racialisation à travers la création de la différence, mais ce n'est pas un fait biologique, la race.
Donc, la pensée décoloniale montre que le monde est encore aujourd'hui, après le colonialisme, bien, le monde est organisé quand même de façon coloniale en suivant les lignes de la race. Puis en ayant des configurations d'exploitation des élites, par exemple, occidentales envers les Sud. Donc, même à travers la pensée écologique du Nord, ce que certains auteurs ont montré, c'est qu'il y a toujours des politiques coloniales qui sont imposées encore aujourd'hui, qui font fi des gens qui habitent là-bas, puis notamment aussi des politiques écologiques. Un exemple que je peux vous donner, c'est en Haïti, il y a des politiques de parcs nationaux où, en fait, des personnes qui habitaient là, qui ont de la misère à se nourrir au jour le jour, puis qui habitaient dans le parc national, se sont vus demander de partir alors que c'était le seul moyen de subvenir à leurs besoins d'habiter dans cet espace-là. Puis les parcs nationaux, plus généralement, ont été aussi instaurés sous des logiques un peu racistes dans le sens que ces parcs-là étaient un parc où les personnes pouvaient aller dans la nature, mais souvent les parcs nationaux ont été instaurés, par exemple, sur des territoires autochtones puis dont les personnes autochtones ont été tassées. Donc, qu'est-ce que l'habité colonial, le colonialisme, l'esclavagisme impose au niveau de l'environnement? C'est en fait une plantation, une extraction par la destruction des milieux de vie et des écosystèmes qui permettaient avant la subsistance des personnes qui y vivaient. Ces formes d'organisation-là sont remplacées par des cultures justement qui servent les métropoles européennes, l'exploitation de la force de travail, l'esclavagisme. Ici, je vous ai mis une photo justement qui illustre, on voit un peu un champ où se sont cultivés je ne sais trop, mais le fait que ça a clairement été déforesté puis qu'on voit la ligne des arbres plus loin. Donc, ensuite, ça, c'est la critique de l'époque moderne. Mais ce qui est important de savoir, c'est pourquoi c'est toujours pertinent de savoir ces logiques-là. Pourquoi? En fait, c'est que la question de l'écologie décoloniale, de la justice environnementale, ça n'a jamais arrêté. Je reviens dans l'histoire. Aux États-Unis, il y a eu un mouvement en 1970 qui a émergé pour la justice environnementale dans les années 70-80 qui décriait en fait le fait que les personnes afrodescendantes, afro-américaines étaient davantage touchées par par exemple, des décharges étaient davantage touchées par la pollution pour plusieurs raisons. Notamment le fait que les personnes, puis j'ai mis une photo de Martin Luther King là, parce que, en fait, quand Martin Luther King est décédé, j'ai la date, mais je ne m'en souviens pas par cœur, en 68, excusez-moi. En fait, Martin Luther King est décédé en 68. Quand il s'est fait assassiner, il allait faire un discours contre le fait que les personnes qui vivent qui travaillent dans l'industrie des déchets ne sont pas protégées. Puis ces personnes-là, c'est qui? C'était des personnes afrodescendantes presque uniquement. Un autre cas de justice environnementale qui est vraiment important, le terme, en fait, il y a un terme qui est apparu dans les années, en 1973, suite à un cas vraiment important de racisme environnemental à Warren County, qui, en fait, c'est quoi ce cas-là? Ça se passe en Caroline du Nord, en 1973. Il y a une décharge de déchets toxiques qui est imposée dans une communauté, mais la Caroline du Nord, c'est que blanc, c'est principalement blanc. Puis la décharge de déchets toxiques va être située dans la seule communauté noire de ce comté-là. De cet endroit-là. Puis, ce que les chercheurs en racisme environnemental vont montrer, c'est que, aux États-Unis, on pourrait croire qu'en fait, la décharge a été mise dans l'endroit où les gens sont le plus défavorisés, que c'est pour cette raison-là que ça a été choisi, pour une question, capitaliste. Mais ce que les chercheurs et chercheuses sur le racisme environnemental vont montrer, c'est que finalement, c'est pas ça du tout. C'est en fait la donnée, c'est la race, finalement. Parce que finalement, c'était une communauté de classe moyenne, donc qui se retrouve, puis il y avait des communautés davantage défavorisées, mais blanches,
chez lesquels on n'a pas mis de décharge toxique. Donc, le concept de racisme environnemental va voir le jour à ce moment-là. En 1900, il y a beaucoup de luttes, puis c'est important de savoir les écoféministes et les luttes pour la justice environnementale se côtoient, mais ne sont pas nécessairement les mêmes. Puis ça se passe dans les mêmes années. Là on parle de 73 ici, mais ici, le sommet des peuples de couleur pour la justice environnementale s'est déroulé en 91. Regardez là, parfait. Donc, en 91. Donc, ça, c'est un sommet vraiment, vraiment important qui va arriver à Washington, aux États-Unis, où des personnes autochtones, afrodescendantes, racisées vont se réunir, puis vont définir des principes, 17 principes adoptés pour la charte de la justice environnementale. Puis là, je vais passer vite, mais les principes parlent sont contre le colonialisme, pour la protection et rétablir notre lien à la terre-mère. C'est vraiment au niveau des principes. Ça a été écrit en 91, donc ça fait 30 ans, mais c'est toujours aussi juste, finalement. Puis pour l'autodétermination des peuples, contre les génocides de nos peuples. Donc, vous irez voir sur Internet, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? En 91, c'est bien intéressant. Ils et elles se sont mobilisés, mais est-ce que c'est encore pertinent ici au Canada? Un cas d'injustice vraiment, vraiment important qui s'est passé, j'ai pas pris au Québec, mais je suis certaine qu'il y en a, là. J'ai pas... En fait, il y en a, mais un cas d'injustice vraiment grave, c'est une communauté Anishinaabe, les Ojibwe en Ontario, en fait, avant 90, il y a eu un déversement de mercure dans le cours d'eau près de cette nation-là. Puis, en 2017, il y avait des recherches qui montraient qu'en fait, dans 90% de la population de cette communauté-là a du mercure dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire des cancers, ça veut dire des risques multiples de santé générale. Ça veut dire aussi une longévité moins longue, évidemment, plus de chances de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Pourquoi c'est aussi dérangeant? C'est que, en fait, le gouvernement ontarien le savait depuis 90 et n'a pas dit à la communauté que le cours d'eau dans lequel ils pêchaient, ils et elles pêchaient, était contaminé au mercure. Donc, en fait, c'est un cas extrêmement grave d'atteinte à la vie d'autrui. Puis là, c'est une communauté autochtone. Donc, ça se passe un peu partout quand même au Canada. Il y a aussi un scandale vraiment connu depuis peu, en fait, c'est le scandale du chlordécone. C'est en fait en Guadeloupe puis en Martinique. Dans les cultures de bananes, en fait, pour les cultures de bananes, il y avait des avions qui passaient puis qui aspergeaient de chlordécone. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé des cancers, en fait, chez 90% de la population, pas 90%, 90% de la population avait du chlordécone dans le corps, encore selon une étude de 2018. Puis, ça a créé des cancers. Puis ça, en fait, pourquoi c'est arrivé? En fait, c'est parce que les personnes qui décidaient, puis en fait, c'était connu, là, c'est ça le problème, c'était connu que le chlordécone était problématique pour la santé. Puis les avions simplement passaient puis aspergeaient les îles complètement. Mais évidemment, c'est des populations qui sont racisées, qui habitent ces îles-là et leur vie n'a pas été prise en compte et l'impact sur leur santé. Donc, voilà pourquoi l'écologie décoloniale, en fait, contre quoi l'écologie décoloniale se mobilise, soit le racisme flagrant dont les personnes racisées, les personnes autochtones font face quand il est le temps de, par exemple, choisir une décharge de déchets, le positionnement, quand il est le temps de choisir si on construit une usine de pesticides, si on envoie des pesticides, puis comment ces personnes-là sont tenues aussi dans l'ignorance totale du danger qu'elles courent au quotidien, parce que sur ces îles-là, la plupart des personnes travaillaient dans les plantations de bananes, puis dans des conditions vraiment exécrables aussi. Donc, c'est leur vie complètement qui ont été mises en danger. Puis, elles le sont toujours, en fait. Ce scandale-là est encore présent et important. Donc, qu'est-ce qu'ont en commun l'écologie décoloniale et les écoféministes?
D'abord, ce qui est important de savoir, c'est la critique de la façon de voir le monde. Dans le fond, ce que je vous ai dit, c'est que ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'en fait, la pensée décoloniale puis l'écoféministe critiquent le fait qu'on voit le monde comme, surtout on voit la nature comme quelque chose d'exploitable. Puis les personnes aussi. Puis la dévalorisation des corps, des émotions, puis de la nature. Bon, évidemment, ces deux courants-là vont critiquer ça. Et ces courants-là vont mettre de l'avant une renversion, pas tant renversion, mais elles vont mettre de l'avant que la nature est aussi importante qu'on est en relation. Donc, ce que ces personnes-là vont surtout aussi mettre de l'avant, c'est la critique du nous fictif face à la crise écologique. Donc, souvent, dans les discours environnementalistes, écologiques, on parle de menaces communes. Nous faisons face à la crise écologique. Nous, ce que les écoféministes et les penseurs de la décolonialité vont dire, c'est que c'est pas vrai que nous faisons face à la crise écologique de manière uniforme. Non seulement des personnes sont déjà réfugiés climatiques en ce moment. Il y a des déplacements de personnes, donc c'est vraiment pas le même vécu pour tout le monde de la crise climatique. Non seulement ça, mais les personnes ne vont pas vivre aussi les mêmes impacts. Donc, si on est une femme, il y avait une recherche de Annie Rochette qui montrait que les femmes, comme elles s'occupent souvent des personnes âgées, des bébés, elles ont plus de chances, en fait, de vivre les contre-coups des changements climatiques par le stress que ça leur impose de s'occuper de tout le monde pour assurer, par exemple, lors des catastrophes naturelles, la survie de la famille, etc. Il y a aussi le fait que les personnes, quand il y a eu l'ouragan Katrina aux États-Unis, les personnes qui ont été les plus au dépourvu ou qui ont été laissées à eux-mêmes, c'est les personnes afro-américaines, pauvres, les personnes queer, LGBTQ, donc les personnes qui n'ont pas les mêmes soutiens étatiques. Donc, et aussi qui n'ont pas les mêmes ressources parce qu'elles ne se sont pas nécessairement enrichies de la même façon en raison des inégalités. Donc, tout ça est à prendre en compte quand on pense à la crise écologique, le fait que les femmes ne vont pas le vivre de la même façon, puis aussi lors de catastrophes naturelles, les femmes sont plus susceptibles de vivre des violences sexuelles et, physiques. Une donnée que je trouve vraiment intéressante, Annie Rochette citait une recherche qui disait que, il y a eu un déluge du Saguenay 96, en tout cas, je me souviens pas de la date exacte, excusez-moi, il faut que je prenne des notes avec les dates, sinon je m'en souviens pas, mais il y a eu un déluge au Saguenay, puis il y a eu une recherche qui a montré qu'en fait, ça avait eu un impact sur la longévité des femmes qui ont été victimes de ce déluge-là. Donc, l'étude faisait une comparaison entre les hommes et les femmes, puis ça avait eu un impact important sur le niveau de stress des femmes en raison des tâches inégales de soins, par exemple. Donc, ce que les écoféministes et les théoriciennes de l'écologie décoloniale vont dire, c'est que les solutions à la crise écologique ne peuvent être pensées sans prendre en compte ces inégalités-là, sans prendre en compte la pluralité des vivants, sans prendre en compte, par exemple, quand je vous parlais du parc national en Haïti, on ne peut pas mettre en place des réserves fauniques qui font que des gens ne peuvent pas se nourrir. Ça ne fait aucun sens. C'est pas de même qu'on va c'est pas comme ça qu'on va arriver à sauver la planète. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Puis, ce qu'elles vont montrer, c'est qu'en fait, c'est notre rapport au monde qui doit changer. Donc, c'est pas des solutions techniques. On fait un parc national là, c'est notre rapport à la nature, le rapport au monde qui doit changer, donc les écoféministes et les théoriciennes de l'écologie décoloniale et de la pensée décoloniale vont surtout mettre l'emphase sur tant les pratiques, mais aussi le rapport au monde. Donc, ce que je disais, le nous n'est pas homogène, il est pluriel et contient des différences radicales. Ça aussi, c'est important, dont les personnes différemment situées ont contribué à la crise écologique. Ce nous n'est pas donné d'avance. Il est à construire et demande d'aller vers l'autre sans dévorer et reproduire l'habité colonial. Qu'est-ce que ça veut dire différemment situé? En fait, les personnes des Suds sont
c'est connu que ce sont les personnes qui ont le moins contribué à la crise écologique qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, ces personnes-là vont en subir les contre-coups les plus importants. Ça va être les premières personnes qui vont être déplacées au niveau des réfugiés climatiques. Ça va être aussi les personnes qui vivent sur des îles, par exemple, ont plus de chances de vivre des catastrophes, mais même le niveau des océans qui montent, ils ont plus de chances de perdre, en fait, complètement leur territoire. Donc, les écoféministes, j'en ai parlé un peu. Qu'est-ce qu'elles proposent? Elle propose, j'ai repris le titre du collectif de Marianne Casselot et Valérie Lefebvre-Fauché, elle propose de faire partie du monde. Donc, elle demande de transformer notre rapport au monde, d'agir vers des relations de soins. Donc, de prendre en compte les vivants humains et non humains et d'être dans une posture où on prend en compte la vulnérabilité, le fait qu'on peut être affecté par la nature, le fait qu'on est des êtres de besoins, en fait, qu'on a des besoins physiologiques, qu'on doit prendre soin de nous, mais aussi des relations qu'on a aux autres, puis des autres vivants et de notre monde plus généralement, de passer d'une posture de domination, d'exploitation à une posture de soin. Elle demande que soit développée une posture d'humilité. Elle demande qu'on pacifie nos relations aux autres, de prendre soin de notre monde, de reconnaître notre interdépendance, puis de mettre au centre la vulnérabilité. Donc, de transformer notre rapport à la nature. Qu'est-ce que propose l'écologie décoloniale? Pour l'écologie décoloniale, ce qui est fondamental, c'est d'apercevoir les résistances, les luttes et les personnes qui s'occupent des tâches de soins, du ramassage des déchets, qui subvertissent les rapports de pouvoir et penser les solutions face à la crise en mettant le monde, les vivants au centre. Donc, quand on dit ce que Malcolm Ferdinand dit, c'est qu'il propose de faire monde. Qu'est-ce que ça veut dire, faire monde? C'est en fait mettre les gens au centre, mettre les vivants au centre, mais pas juste au centre. En fait, l'idée, c'est de voir comment on peut bâtir des relations entre nous, des relations à la nature qui soient éthiques, qui prennent en compte la suite, en fait. Puis, ce que Malcolm Ferdinand écrit, c'est qu'en reconnaissant que les colonisations, les racismes et les discriminations de genre sont aussi des manières d'habiter la Terre et des relations paysagères, des forces géologiques au cœur de la crise écologique, la remise en cause de la fracture coloniale devient l'enjeu fondamental de la lutte écologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire monde? Puis pourquoi, les écoféministes proposent de faire partie du monde, l'écologie décoloniale propose de faire monde. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de les mettre en parallèle. Faire partie du monde a beaucoup mis de l'avant l'humilité de se replacer dans le monde, de l'habiter, de se remettre dans la maison qui est la Terre. Puis, l'écologie décoloniale va critiquer un peu cette vision-là en disant que c'est pas vrai qu'il y a un monde qui existe. Bon, on peut dire la Terre existe, mais c'est pas vrai que le monde qu'on fait monde, on est dans des relations aux autres, dans des rapports à la nature qui sont déjà pacifiés, dans lesquels on devrait se réinsérer. Faire monde pour Malcolm Ferdinand, c'est un effort politique, militant, un engagement de le construire. Donc, le fait de faire monde, c'est de se considérer les uns avec les autres, de considérer les autres vivants dans nos façons de prendre des décisions. Puis, ça demande aussi de pas faire fi d'un passé, en fait, du passé esclavagiste, patriarcal qu'on a connu, puis de faire comme si, là, on est dans le monde, on existe, puis on doit juste développer une autre posture dans la nature. C'est vraiment un effort politique, un déplacement vers la Terre. Donc, faire monde, selon moi, c'est pertinent parce que ça nous appelle à voir comment on peut développer nos relations de manière éthique, puis que nos pratiques suivent ce cours-là. Donc, ici, j'ai mis la critique de Ferdinand. Donc, dire que la Terre est la maison de l'humanité, c'est reproduire à la totalité de la Terre le fantasme excluant qui vise à cacher la pluralité de la Terre et à éviter cette humaine tâche politique de composer un monde avec autrui, vivre ensemble. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement pertinent ici, dans le sens que composer un monde avec autrui, vivre ensemble, ça demande d'apercevoir les autres, ça demande de voir la pluralité des vivants, ça demande aussi de se confronter aux conflictualités. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment important. On n'est pas dans un monde où il n'y a pas eu d'oppression,
puis il y en a encore. Donc, il faut se confronter à ça, puis il faut voir comment on peut faire différemment. Donc, l'écologie pour Malcolm Ferdinand, ce que je trouve pertinent dans l'écologie décoloniale, c'est que c'est la possibilité, c'est vraiment la mise en place au centre, où on fait de la pluralité des vivants humains et non humains qui ont la Terre en commun. Donc, l'idée, c'est pas de se replacer dans la Terre comme les écoféministes, mais de dire qu'en fait, c'est ce qu'on a en commun, la Terre. Puis, ce qu'on veut en commun, c'est un monde viable pour tous et toutes qui soit exempt d'oppression puis d'exploitation. Donc, ce que je voulais, je conclue là-dessus. Ce que je trouve intéressant, Malcolm Ferdinand parle d'une fracture coloniale et environnementale du monde. Moi, je pense que c'est important de considérer qu'il y a une fracture coloniale, environnementale et patriarcale. Qu'il y a eu une exploitation des femmes, qu'il y a toujours, en fait, une exploitation des femmes du monde. C'est cette triple fracture. Ce qui est pertinent, c'est que je pense que ça pourrait permettre aux perspectives écoféministes, par exemple, d'accompagner les perspectives décoloniales dans une volonté de transformation face à la crise écologique, puis de mettre de l'avant les relations de soins, en fait, le soin qui va être nécessaire parce que pour aller vers des rapports viables, il va y avoir du soin nécessaire, de l'écoute. Puis, ce sont des caractéristiques qui ont été attachées aux femmes. Ce sont des tâches qui sont souvent données aux femmes. Bien, il va falloir que ce soit partagé également. Ça ne peut pas être les femmes qui assurent la transition, même si elles peuvent jouer un rôle important. Tout le monde a un rôle à jouer. Comme les personnes autochtones ont des cosmogonies aussi vraiment intéressantes sur l'interdépendance. Par contre, ce ne sera pas les personnes autochtones seules qui vont assurer la transformation et de notre rapport à la nature pour faire face à la crise écologique. On a tous et toutes notre part à faire. Donc, prendre en compte le soin nécessaire, puis appuyer sur une triple facture, selon moi, est pertinent. Donc, l'idée, c'est que ces perspectives-là, je les trouve vraiment pertinentes aussi à partir de ma position. Je n'ai pas parlé de ma position au début, mais moi, je suis une femme qui a été élevée dans le contexte colonial canadien. Je suis blanche, donc évidemment, pour moi, la perspective décoloniale, de prendre en compte ça, puis la perspective écoféministe me semble pertinente pour m'informer sur la manière dont chacune de ces perspectives-là ont des angles morts, puis comment on pourrait essayer de penser, former une coalition, en fait, former des solidarités qui sont écoféministes, écologiques et décoloniales pour affronter la crise écologique et transformer notre manière de faire monde. Merci pour votre écoute. J'espère que c'était intelligible. Merci beaucoup, Laurie. Merci pour la conférence et la présentation qui est extrêmement intéressante. Je ne sais pas si tu peux arrêter la présentation de ton diaporama. Alors, merci aux gens qui ont écouté la conférence. Nous allons maintenant recevoir des questions. Donc, il y en a quelques-unes qui ont été envoyées durant la conférence et on va en prendre encore maintenant. Donc, les questions peuvent être envoyées par Emilio à Alexandre Como. Ici, ma collègue Audrey Galli-Lachapelle qui va poser les questions à Laurie. Donc, je vais céder la parole à Audrey maintenant. Bonjour, merci Laurie pour la conférence. Je vais commencer tout de suite. Merci pour vos questions aussi, chers étudiantes et étudiants. On va commencer avec celle de Zachary qui demandait pourquoi les femmes militantes pour l'écologie se font-elles assassiner? Bonne question. En fait, celle auquel je pensais, c'est des militantes en Amérique latine, mais il y en a partout. En Amérique latine, elles militent beaucoup contre des minières. Puis, en fait, leur lutte, ce sont souvent aussi des femmes autochtones. Elles se font assassiner parce qu'elles font du bruit, elles dérangent et elles mettent des freins aux projets extractifs des compagnies. Donc, c'est pour ça qu'elles se font assassiner. Mais il y a énormément aussi de journalistes qui ont été sur les cas d'exploitation de la nature qui ont été aussi assassinés parce que ces personnes-là font connaître des injustices graves sur le terrain. Je dirais ça comme ça. Merci. Prochaine question de Maëlie. N'est-ce pas problématique de dire que les femmes sont plus émotives ou plus sensibles que les hommes?
Merci pour la question. En fait, l'idée, c'est pas de dire que les femmes sont plus émotives ou sensibles que les hommes. L'idée, c'est que, en fait, historiquement, socialement, c'est ça qui était dit, en fait. Puis encore aujourd'hui, là, je veux dire, il y a des stéréotypes au niveau des femmes qui sont plus émotives. Puis c'est pas de dire ça. Puis les écoféministes, c'est pas de dire nous sommes plus émotifs, c'est de dire que les émotions sont importantes pour tout le monde. N'importe quel psychologue le dirait. Et dans le fond, l'idée, c'est le fait que les émotions et la sensibilité ont été vraiment dévalorisées est un problème en soi, en fait, pour tout le monde, tant pour les hommes que pour les femmes et les personnes qui se considèrent non-genrées. Donc, remettre de l'avant, il y a des hommes qui sont sensibles, il y a puis tous les hommes, je veux dire, en fait, on est tous des êtres sensibles. C'est déjà problématique de se penser insensible. Puis c'est de revaloriser les émotions pour leur pouvoir aussi. Puis les écoféministes mettent beaucoup ça de l'avant, le pouvoir de la colère, le pouvoir des émotions finalement, qui nous permettent d'agir face à la crise écologique. Si on peut penser, la colère a un grand pouvoir pour nous amener à un certain moteur d'engagement pour transformer les choses. Donc, c'est vraiment de revaloriser ça, mais c'est pas de dire les femmes sont, c'est de dire tout le monde devrait mobiliser les émotions, tout le monde devrait être en contact avec leur sensibilité, en fait. Voilà. Super, merci. Carl demande, pouvez-vous donner un exemple de politique écologique du Nord, des pays du Nord qui seraient teintés de colonialisme? Oui, évidemment, il y a les parcs nationaux, comme j'ai dit. Sinon, il y a... c'était pas mon sujet principal, mais il faudrait que j'y pense. Mais c'est sûr que les parcs nationaux, ça, c'est absolument certain. Déjà, on pourrait d'autres, au-delà des politiques, c'est pas toujours les élites du Nord qui imposent des politiques, là. Il y a aussi les perspectives, on peut penser même au Canada, des mouvements écologistes qui ont des perspectives un peu racistes, coloniales, voire par exemple, des mouvements antispécistes qui ciblent des groupes de personnes racisées autochtones, par exemple, ou d'autres groupes pour leurs pratiques culturelles. Ça ne veut pas dire que leurs pratiques culturelles ne peuvent pas être autre chose, mais je pense que les mouvements écologistes ou même simplement dans les années 80, il y avait beaucoup de stéréotypes sur les personnes en Asie et en Afrique sur leur gestion des déchets, par exemple. Une vision coloniale et raciste du fait que les personnes des Suds ne gèrent pas leurs déchets, sont plus polluants que les autres, alors que c'est vraiment une façon différente d'agir, d'avoir un rapport avec les déchets, mais finalement, c'est masquer le fait que bien que nous, on a des services qui ramassent les déchets, qui effacent notre trace écologique, on a un impact écologique beaucoup plus grand que les peuples ailleurs dans le monde, finalement. Merci. Juste avant que je pose la prochaine question, je vais vous rappeler à tous et à toutes que vous pouvez envoyer vos questions par Mio à notre collègue Alexandre Comeau. Donc, j'enchaîne avec la prochaine question. Donc, celle-là, c'est une question que deux étudiants ont posé une question semblable. Donc, vous avez parlé des cas de Warren County et aussi du cas du mercure dans les rivières. Puis les étudiants, Rosa, Zachary, se demandaient comment est-ce que c'est possible de justifier ce genre de démarche-là polluante, ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'opinion publique ne soit pas au courant avant que ça se fasse? C'est une grosse question. L'opinion, la dernière partie, dans le fond, comment c'est possible que ça arrive? Il y a plusieurs parties à cette question-là. La non-imputabilité ou la non- mise en responsabilité des compagnies, en fait, là. Les compagnies qui ont un peu
On peut penser aux compagnies minières au Canada qui ont à peu près pas de règlement sur ensuite quand il reste des grands trous, là, quand ils ont extrait les minerais, ils laissent souvent d'énormes cratères avec plein de polluants sans faire un travail de réhabilitation de l'espace qu'ils ont extrait. Il y a ça, le fait que les compagnies ne sont pas rendues imputables parce que le gouvernement veut qu'il y ait de l'exploitation des ressources, parce que les gouvernements protègent ces intérêts capitalistes-là d'exploitation naturelle. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que collectivement, il y a encore une vision, bon, je pense qu'il y a des transformations, mais les peuples autochtones ont vécu énormément de racisme. Puis ça, ben, c'est un effet du racisme, le fait que leurs vies ne sont pas considérées de la même manière par les compagnies, pas les compagnies, mais les gouvernements. On peut penser notamment au fait qu'il y a encore plusieurs nations autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable. Puis, il y a plusieurs personnes qui vont être comme « Ah, ils utilisent des bouteilles d'eau. » Oui, mais ils n'ont pas accès à l'eau potable dans leur communauté. Donc, le fait que leurs vies ne sont pas encore considérées de la même manière. Donc, il y a la non-imputabilité des compagnies, puis il y a le racisme qui fait que ça arrive. Comment on peut faire pour que ça soit connu? Ben, je pense qu'il y a quand même le fait de se tenir au courant des cas d'injustice environnementale. Il y a une page, en fait, là, que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement qui répertorie tous les cas d'injustice environnementale au monde. Donc, vous pouvez trouver au Canada ce qui se passe, puis être au fait, en fait, de ces cas-là. Je pense que c'est pertinent. Voilà. Merci, Laurie. Prochaine question qui vient de Yasser, qui vous demande quelle est votre vision d'un monde idéal? C'est une belle question. Évidemment, une chose que les écoféministes, c'est vraiment, il y a plusieurs pans de l'écoféminisme, puis il y a tout un pan qui est plus spirituel, qu'on aime plus. Puis ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'elles vont mettre de l'avant, c'est le pouvoir de l'imagination. Puis cette question-là interpelle directement ça, le pouvoir de l'imagination. Puis justement, des fois, il y a un livre de Flo qui parle du concept d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a plus d'espoir pour le monde? Puis le pouvoir de l'imagination, je pense qu'il est important. Comment j'imagine le monde? C'est tellement dur d'imaginer le monde quand on est ancré dans celui qui existe en ce moment, mais évidemment que je l'imagine avec une organisation sociale et politique où la pluralité des gens est au centre, puis est valorisée dans le fait de nos différentes perspectives, du fait qu'il n'y a pas de regard sur les autres, de mépris. Je pense que je le vois comme ça. Je le vois aussi dans des organisations vraiment plus locales où on subvient aux besoins localement, puis on connaît les besoins de notre communauté, les personnes qui habitent autour de nous, quels sont leurs problèmes. Je pense que j'imagine comme ça. J'imagine aussi dans une perspective où il n'y a pas de rapport d'exploitation au niveau du nord-sud. J'imagine aussi, je veux dire, il faut l'imaginer avec la réalité aussi. Il va y avoir des réfugiés climatiques. Il va y avoir des déplacements de population importants avec la crise écologique. Puis je pense qu'il faut déjà se préparer à l'accueil de ces personnes-là, déjà savoir que ces personnes-là vont arriver. Parce que nous, on est dans des conditions on est privilégiés là, de notre localisation quand même par rapport à d'autres. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de réfugiés climatiques. Puis pour faire face à ça, il va falloir d'avance préparer des gens parce que le racisme existe toujours. Il va falloir préparer les gens autour de nous. Il va falloir préparer aussi l'accueil de ces personnes-là. Donc, dans le côté plus concret, je pense que penser comment ça va se passer pour imaginer un monde où ça se passe bien, je pense que c'est nécessaire là, dans le sens de se préparer puis d'aller vers la pluralité puis d'accepter, de se questionner sur les besoins des gens qui sont autour de nous puis d'être en relation avec eux, d'être en dialogue, en posture d'ouverture. Je pense que c'est ça que je rêve, mais c'est toujours facile. Merci.
Il y aura un lien ici à faire avec la prochaine question de Eric M qui demande qu'est-ce que le lien entre l'écoféminisme et la pensée anarchiste? Il me semble que c'est présent chez Françoise Daubonne, par exemple. Je sens la question arriver. Bon, je ne suis pas une experte de Françoise Daubonne ni de l'anarchisme, mais c'est sûr que les écoféministes, ce sont des mouvements pluriels et des mouvements aussi qui sont vraiment à base horizontale. Donc, la pluralité puis l'horizontalité est fondamentale. Donc, je pense que peut-être que c'est là qu'on peut faire le lien avec l'anarchisme. Puis, les organisations qui sont vraiment aussi locales. Mais si M. Martin veut faire des commentaires là-dessus, je serais tout oui, mais dans le sens que je pense que c'est l'organisation non hiérarchique, non autoritaire des écoféministes. Le fait que les écoféministes aussi sont vraiment... Ce que je trouve beau des écoféministes, c'est qu'il y a vraiment plein de visions qui sont pas nécessairement tout le temps d'accord, mais qui a un respect mutuel, dans le sens que puis qu'il y a une organisation où on peut penser différemment ce qui est l'écoféminisme, puis travailler ensemble malgré tout. Je verrais ça. C'est horizontal, je dirais ça comme ça. Mais puis c'est contre toutes les oppressions, en fait, finalement. Fait que je dirais ça comme ça, mais... Merci, très satisfaisant, merci. Prochaine question. Gabriel demande, vous disiez au début que les écoféministes étaient contre le dualisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Oui, bon, j'ai essayé de l'expliquer en parlant de la culture de la nature, la dévalorisation de la nature, la survalorisation de la culture, la dévalorisation du corps, des corps, la dévalorisation des émotions au profit de l'esprit, puis de la raison. Les écoféministes, ce qu'elles montrent, c'est que le dualisme, c'est ça, en fait, c'est le fait que, bon, il y a deux termes, puis le problème, c'est pas qu'il y ait deux termes, là, esprit et corps, mais plus que le dualisme, ce que ça fait, c'est que ça brise la relation entre les deux. Puis dans l'expérience, on a juste à se rapporter à l'expérience, ben c'est pas vrai que je peux juste être dans mon esprit puis je suis pas dans mon corps. T'sais, nécessairement, il y a une relation entre les deux. Mon esprit a un lien à mon corps, comment je me sens dans mon corps a un lien avec comment je vais me sentir dans ma tête. Puis les dualismes, le problème, c'est que ça coupe la relation entre les deux. Puis ça nous oblige, en fait, c'est ça qui est surtout problématique, c'est à dominer notre corps. Puis, bon, Silvia Federici, qui est une penseuse très importante, matérialiste, marxiste, montre qu'en fait, cette distinction-là, cette coupure-là, par exemple, entre corps-esprit, c'est une volonté d'asservir, de soumettre nos corps à la domination de l'esprit, mais pourquoi on le fait? On le fait pour l'exploitation capitaliste, pour le soumettre au travail. Puis là, bon, OK, ça semble peut-être un peu flou, mais on peut penser à toutes les fois, là, je pense qu'avec la COVID, le rapport change, mais toutes les fois où, par exemple, on s'est fait dire qu'il ne fallait jamais caler, entre guillemets, malade, dire qu'on est malade. Il faut que notre corps soit prêt à travailler tout le temps. Il faut que même quand notre corps est malade, on lui dise non, t'es pas malade, il faut travailler. Donc, je pense que c'est ça la critique, mais c'est aussi de voir comment on peut tellement développer d'autres rapports. Puis, si je prends la distinction entre culture-nature, ben, la dislocation entre le lien entre la culture-nature, c'est une illusion, en fait. La nature est imbriquée dans la culture et vice-versa, donc il faut voir leur relation. Je pense que c'est surtout ça, la relation des deux termes. Voilà. Merci. Vincent demande quelle est la différence entre les écologistes et les écoféministes? Ben, il y en a plusieurs, puis c'est ça aussi, je pense qu'il y a plusieurs formes d'écologisme. Il n'y a pas une forme d'écologisme, mais si on peut mettre de l'avant la principale différence entre l'écoféminisme et l'écologisme, c'est que l'écoféminisme met de l'avant comment l'exploitation de la nature et des femmes est liée.
mais pas seulement des femmes, là, des personnes racisées, etc. Alors que les écologistes vont vraiment principalement s'intéresser à l'exploitation de la nature. Donc, c'est la différence que je mettrais. Puis l'écologie décoloniale, ça va être l'exploitation des personnes racisées, puis de la nature est liée. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de mettre écoféministe, écologie décoloniale ensemble. Donc, l'exploitation des personnes racisées, des femmes et de l'environnement est liée. Voilà. Merci. Prochaine question de Charles qui demande, pouvez-vous nous donner une définition simple de l'écoféminisme? Oui, c'est bon. L'écoféminisme, c'est la pensée qui met en lien, qui lutte contre l'exploitation des femmes et de la nature. Excellent. Il y a une dernière question qui est en train de rédiger. C'est une question sur Descartes, en fait, sur les maîtres et possesseurs de la nature, l'affaire de maîtres et possesseurs de la nature. OK, je l'ai ici. On l'a ici. Oui, on va vous la lire. Ce sera pas long. Donc, Frédéric demande, l'humain ne devrait-il pas être maître et possesseur de la nature comme le propose Descartes? La solution aux problèmes environnementaux ne passe-t-elle pas par l'innovation technologique? C'est une très bonne question. Je vais y répondre en plusieurs points. D'abord, je pense que la vision de maître et possesseur de la nature, c'est la vision qui nous a menés, en fait, à la déroute totale, en fait. Donc, puis, deuxièmement, parce que c'est une illusion. C'est pas vrai qu'on est maître et possesseur de la nature. Donc, on peut se dire dans nos termes qu'on est maître et possesseur de la nature, mais ce serait se tromper. Par contre, les écoféministes sont pas contre l'innovation technologique, c'est pas ça. Par contre, on serait contre une survalorisation de la technique. Justement, si on pense aux innovations techniques, il y a le géoconstructivisme qui propose des solutions vraiment techniques, en fait, qui n'ont pas de bon sens. C'est ça, en fait. La vision de Descartes, c'est qu'on est maître et possesseur, mais finalement, c'est une illusion, c'est pas vrai. Puis, je vais prendre le cas des inondations. Bon, il y a eu des inondations en Allemagne en 2004. Dans une petite communauté qui s'appelle Édimbourg. Puis, il y a une recherche d'un géographe Christian Culé, qui a montré qu'en fait, bon, il y a eu des inondations, tout le monde savait qu'il allait y avoir des inondations, ils ont averti la population a dit « Ah non, bon, c'est correct, on le sait », et ils ont averti la population de sortir de leur maison, d'évacuer. Ce que certains n'ont pas fait, dans tous les cas, quand il y a eu les inondations, la digue qui contenait qui gardait le niveau de l'eau égal, parce que dans cette communauté-là, c'est ça, il y a une digue, puis il y a un courant d'eau qui passe dans la ville, et toujours, le courant d'eau est toujours au même niveau. Donc, ça donnait une illusion aux personnes qui habitaient là de certaines contrôle de la nature. Mais là, il y a eu trop de pluie, donc la digue n'a pas pu tenir l'affluence d'eau. Donc, cette communauté-là a été complètement inondée. Christian Culé qui a fait une recherche auprès de la population ensuite. Il leur a demandé comment vous avez vu ça, etc., comment vous êtes sentis, c'est quoi qui a été le problème. Puis, les personnes qui étaient là ont dit le problème, c'est le fait que la technique, la digue, les personnes en charge de la digue n'ont pas bien géré. Alors que tous les scientifiques qui étaient impliqués dans ça savaient qu'en fait, l'affluence d'eau était trop importante pour les moyens techniques. Donc, ce que ça met de l'avant, c'est que souvent, on a cette illusion-là que la technique peut toujours sauver, que les avancées technologiques vont toujours nous sauver. Puis cette vision-là fait qu'on n'est pas capable de se considérer vulnérable puis d'adapter nos comportements face à la nature. Donc, fait que ce cas-là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement,
on est vulnérable face à la nature. Il y a les moyens techniques ont des limites, puis il faut accepter ces limites-là. C'est seulement en acceptant les limites de la technique qu'on sera capable de faire face d'une façon différente, de considérer notre vulnérabilité avant qu'elle nous soit exposée en pleine face. Donc, pas sortir de chez soi alors qu'il est supposé avoir des inondations, puis plusieurs personnes ont perdu la vie là, dans ces inondations-là. Donc, ou même, on peut se rapporter à la pandémie. Comment on pensait jamais que ça allait arriver à nous, t'sais? Comment on mettait ça de côté, le déni de vulnérabilité qu'on a, qui est fondamental au fait qu'on est humain, puis que la technique ne peut pas arriver à tout. Ça ne veut pas dire de refuser la technique, ça ne veut pas dire de l'utiliser comme allié, ça veut simplement dire de se restituer, d'être dans une posture davantage vulnérable, puis en fait davantage à l'image du réel. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est terminé? Il y a eu un petit problème technique, mais là, le signal est rétabli. Donc, on est arrivé au bout des questions, ce qui va nous permettre de terminer la conférence d'abord en remerciant notre conférencière Laurie Gagnon-Bouchard. Merci beaucoup au nom du département de philosophie du Cégep de Saint-Jean. J'aimerais ça remercier aussi mes collègues qui m'ont accompagné ce soir dans cette opération. Donc, Audrey Galli-Lachapelle et puis Alexandre Comeau et Frédéric Legris aussi qui est membre du comité conférence. Puis aussi, merci au service informatique qui nous donne un coup de main là-dessus. Et puis, tous les participants et participantes. Alors, on espère que ça vous a intéressé. Et puis, bien sûr, vous aurez des petits travaux à faire là-dessus, à remettre à vos professeurs. Donc, je suggère de bien plancher sur l'écoféminisme et l'écologie décoloniale. Et on vous dit bonne fin de soirée. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut, Laurie. Bye bye.